Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Salut! On n'avait pas encore choisi le nom du podcast à ce moment, donc ne faites pas attention quand on fait référence à Inside the Studio Flamboyance. On parle bien sûr de profession podcasteur. Bonne écoute! Et donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode d'Inside the Studio Flamboyance, le podcast où on dissèque le studio Flamboyance. Bonjour tout le monde. Salut Michel. Salut. Pour ce deuxième épisode, on a parlé la semaine dernière des bilans. Cette semaine, on a décidé qu'on allait parler d'autre chose, commencer par le début du début, c'est-à-dire choisir son projet professionnel. Donc l'idée, c'est un peu d'expliquer comment on en est arrivé à fonder Studio Flamboyance. C'est ça, exactement. D'une manière générale, c'est quand même une problématique qui est assez difficile de choisir son sujet professionnel. C'est quelque chose contre lequel on se casse tous et toutes les dents depuis l'école primaire, en fait, oui. ou même, on pourrait même dire l'école maternelle, où il y a déjà des orientations qui sont menées vers des métiers, où on explique que les choix qu'on fait sur le choix du bac, le choix des options va être définitif et décisif dans notre carrière, que c'est nécessairement choisir et donc renoncer à un ensemble de carrières. C'est ça. Que c'est difficile de passer d'un pont à un autre, etc. On voit aujourd'hui, avec l'émergence des coachs, notamment des coachs en développement personnel, que c'est un sujet brûlant, c'est une question que beaucoup de gens se posent. J'ai pas de chiffre d'ailleurs pour étayer ça, mais je suis quasiment persuadé que le Covid et toute la crise du coronavirus a amplifié énormément ce genre de problématique. Oui, d'ailleurs, j'ai lu pas mal d'articles sur ce qu'ils appellent en Amérique du Nord de la grande démission, où énormément de gens ont quitté leur poste, justement parce que ils réfléchissaient à ce qu'ils voulaient vraiment faire dans la vie. Et on voit bien, enfin on est tous concernés, que ce soit nous personnellement ou autour de nous, par des volontés de changer de carrière, des volontés de changer de métier et de mettre ça en application. Pour essayer de retrouver du sens aussi dans nos métiers, etc. Et c'est quelque chose qui ne nous a pas échappé. Auparavant, moi j'avais un autre métier, je travaillais dans le spectacle vivant à la compagnie de l'Oiseau-Mouche, à Roubaix, un projet qui était assez satisfaisant en termes de compétences de travail et de choses que j'apprenais. C'était vraiment un projet de qualité où j'ai appris énormément de choses. Et surtout, c'est un peu le summum de ce que je pense que quelqu'un peut rencontrer dans une carrière dans le spectacle vivant en termes de valeur. Ce projet-là, c'est un projet qui est formidable, ça fait 40 ans qu'il existe, c'est une troupe de comédiens permanents en situation de handicap mental. L'idée d'origine, c'était de former des personnes en situation de handicap mental à être des comédiens professionnels et à reconnaître leurs compétences professionnelles, à être comédiens et à monter sur des scènes de théâtre. C'est donc quelque chose qui s'est fait, il y a eu plein de spectacles qui sont nés avec des grands metteurs en scène, comme avec des metteurs en scène plus confidentiels et locaux. Plein de projets qui se sont menés, il y avait en même temps un théâtre, 2 restaurants, bref, c'était un truc vraiment super. Sauf que j'aspirais quand même à autre chose. À l'origine, Michel et moi, nous devions partir au Japon. Oui. C'était le projet de base. C'était le super projet. Avant le super live, c'était notre super projet. Et c'est pas un projet qui est mort, c'est un projet qui est juste, qui va changer un petit peu de forme et qui a été repoussé à plus loin. Absolument. Mais c'était notre premier projet vraiment de du coup quitter le poste dans lequel on était et de redéfinir ce qu'on voulait faire de notre vie. Ouais, absolument. C'est exactement ça. Et du coup, de devoir ne pas pouvoir partir au Japon, se retrouver comme ça, coincé, moi en Europe, toi au Canada, dans nos anciens jobs, etc., c'est une perspective qui a été assez peu réjouissante. Moi, j'ai quand même fait le choix, j'avais initié la démarche de quitter le travail et j'ai maintenu cette démarche-là. Je suis parti donc en septembre 2020. J'ai pris mon envol à ce moment-là et je me suis retrouvé un peu le bec dans le haut de maintenant, qu'est-ce que je fais et comment je choisis mon projet professionnel. Pour ça, j'ai utilisé un ensemble de... Je me suis déjà beaucoup posé de questions sur, évidemment, qu'est-ce que je veux faire de la vie, où est-ce que j'en suis, etc. Je comptais aussi sur le Japon, en fait, pour me poser ces questions-là, et il a fallu s'accélérer parce que
même si j'ai la chance d'avoir pu bénéficier d'une rupture conventionnelle, j'allais quand même pas avoir du chômage éternellement. J'avais envie de poursuivre quand même des choses, de créer des choses, en tout cas de mes mains dans la vie, et d'avoir une activité professionnelle, qu'elle soit rémunérée ou pas d'ailleurs, ou sous forme de salariat ou pas. Et donc j'ai décidé comme ça de passer par un ensemble de différentes méthodes pour y parvenir. La première, c'est une méthode japonaise. Malheureusement, j'ai pas noté le nom. J'essaierai de retrouver ça, et éventuellement de le rajouter en post-prod, sinon dans la description de l'épisode quand il sortira sur les podcasts. Une méthode japonaise qui permet de définir ce qu'on veut faire, et donc il faut tracer comme ça le bilan sur 4 points. Okay. Ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, ce pourquoi on est doué, ouais. et dans quoi les gens nous projettent, les gens autour de nous. Ah, c'est intéressant. J'ai jamais essayé ça. Et en fait, ouais, c'est une méthode super intéressante, et à chaque fois, du coup, on dresse comme ça 4 mini-bilans, et ensuite on fait les points entre chaque endroit. C'est-à-dire qu'on regarde quelle est la jonction entre ce qu'on sait faire et ce pour quoi on est doué, ce qu'on aime faire et ce dans quoi les gens nous projettent, ce qu'on sait faire et ce dans quoi les gens nous projettent, etc. On fait les petits points, et ensuite on fait des bilans à 3, avec les 3 cercles qui se croisent, et enfin avec les 4 cercles qui se croisent, et normalement, le point central, c'est censé être le point idéal de l'endroit où on est. Moi, c'est une méthodologie qui a été super intéressante, que j'ai pas menée complètement jusqu'au bout, et qui m'a pas non plus complètement permis d'aboutir à des endroits qui étaient super satisfaisants pour moi. Je pense que j'étais pas en fait complètement prêt à une forme d'honnêteté avec moi-même par rapport à ça. Puis parfois, ce genre de méthode et d'exercice, parce que j'en ai fait d'autres au cours de ma vie professionnelle, ça, c'est même pas forcément le résultat qui est le plus important, c'est vraiment le processus dans lequel tu te mets de réfléchir, de réorganiser un petit peu ces gros éléments de ta vie et de te dire ah, en fait, il y a tout ce champ de possibles qui s'ouvre à moi, auquel j'avais pas forcément pensé ou que je me donnais pas l'autorisation d'envisager. Carrément. Mais parfois, ça peut même être un peu intimidant, quoi. Ah oui, tout à fait. Et ça peut même être douloureux de se dire, en fait, c'était ça que j'avais envie de faire depuis 10 ans et je me suis pas donné l'autorisation. Et est-ce que maintenant c'est le bon moment pour me donner cette autorisation ? Et la réponse c'est oui, c'est toujours le bon moment pour se donner l'autorisation de vivre ce qu'on a envie de vivre. Oui, en tout cas, il n'est jamais trop tard, sauf si votre désir c'est d'avoir moins de 20 ans et que vous avez plus de 20 ans, ça c'est pas possible. Mais oui, à part ça... dans la limite du physiquement possible, voilà. À part ça, il n'est jamais trop tard pour faire les choses. Non mais c'est clair. Et à côté de ça, en tout cas, ça m'a donné une direction qui est assez claire, qui est celle de créer moi-même. Parce que du coup, quand je travaillais dans le spectacle vivant, j'accompagnais des créateurs, des artistes à exercer leur métier, et c'était un peu en plus l'objectif en soi de mon métier, c'était de permettre aux autres de pouvoir créer, de mettre en place toutes les conditions pour le faire. C'est quelque chose non seulement que je sais faire, mais également pour lequel je suis doué. Sauf que là, j'avais envie d'autre chose, et notamment de créer moi-même quelque chose de mes mains. J'étais à la base parti d'ailleurs vers de la création graphique. Oui, c'est vrai. Sauf que je suis en train de faire du podcast, et pourquoi du coup est-ce qu'on est en train de parler de ça alors, à travers un micro? Eh ben, tout simplement parce que je suis passé également par une autre méthode, analyse de moi-même, par laquelle j'ai été conduit d'ailleurs, c'est des amis qui m'en avaient parlé, qui était un peu de faire un bilan personnel, accompagné d'une psychologue, qui mesure un peu, alors je sais pas comment décrire ça, mais les capacités cognitives d'une personne. Donc ça comprenait assez classiquement un test de QI, mais il y avait également tout un bilan qualitatif qui était mis en place à côté, qui m'a appris beaucoup de choses, où j'ai découvert beaucoup de choses aussi sur moi à l'intérieur de ça, et notamment le fait que cognitivement j'utilisais énormément l'ouïe comme sens pour me projeter dans la vie, envers les autres, pour réfléchir, etc. Et en plus, ce bilan-là, parce que c'est un processus que j'avais commencé au mois de mai, et je crois que j'ai eu le bilan au mai 2020, et j'ai eu le bilan au mois d'août ou septembre, donc c'est venu assez tardivement quand même, la réception de ça. Et quand j'ai relu vraiment par écrit, je me suis souvenu de ce dont on avait parlé en faisant le test, puis vraiment j'ai eu les résultats assez tard.
Oui. Louis est un sens qui était vraiment ressorti. Et en fait, je me suis dit, ok, j'ai déjà défini que je veux partir vers la création. Ça, c'était clair. La création graphique était plutôt quelque chose qui m'intéressait. Mais, en fait, le sens que j'utilise le plus pour réfléchir, actuellement, c'est Louis. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que je me dirigerais pas vers la création d'un studio de podcast, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'en suis venu à définir le projet professionnel. Et ensuite, je suis passé par tout un tas de processus de validation. J'ai déjà commencé à en parler autour de moi, à demander aux gens et alors, vous en pensez quoi? À Michel, évidemment. Michel, qui est mon meilleur ami, on se connaît depuis très longtemps. Et surtout, ce projet un peu avorté de Japon, on l'a aussi vécu en même temps, parce qu'on a vécu la même déception au même moment pour un projet qui avait à la base pour vocation de nous réunir au même endroit. Oui. Quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire depuis la fois où on s'est rencontrés en 3e. Et en plus, au moment où tu t'es posé ces questions, on animait déjà, ou on était déjà en train de mettre en place Popcorn Aigre Doux. C'est vrai, c'est absolument vrai. En tout cas, on en avait déjà parlé, c'était déjà quelque chose qui était en cours. Et donc bref, j'en ai parlé avec toi et je l'ai fait mesurer à des gens autour de moi. Je suis tombé face à des reproches complètement... des manques de compréhension, notamment de la part de certains membres de ma famille qui juste comprenaient pas la démarche. Oui. Ça, c'était hyper clair. Mais je suis aussi tombé avec des amis, d'autres membres de ma famille, bien sûr, qui eux m'ont complètement accompagné là-dedans, m'ont dit bah oui, c'est vrai, je te vois bien, ou d'autres juste c'est quoi le podcast en fait, en quoi ça consiste, est-ce qu'il y a un public pour ça, est-ce que ça va être du travail, et j'étais remis aussi face à tout un tas de projections sociales que les gens se mettent sur choisir sa carrière professionnelle, voire même parfois des gens qui m'ont envoyé des choses assez violentes. Oui. Et il a fallu aussi traverser ça, sur accepter que, oui, on peut soi-même, en choisissant son projet professionnel, on peut renvoyer quelque chose aux gens qui est désagréable pour eux et qui vous le renvoie avec le double de force. Et en même temps, c'est-à-dire des retours de non mais de toute façon tu vas pas réussir, ça va jamais marcher. Et en fait, généralement qu'on creuse, ce sont des gens qui eux-mêmes ont connu des déceptions dans le choix de leur carrière professionnelle qui renvoient ça. C'est un peu de la psychologie de comptoir, malgré tout, c'est mon expérience est quand même assez proche de ça. Non mais je me suis fait la même réflexion là-dessus. C'est souvent des gens qui ont eux aussi connu des déceptions vis-à-vis de projets qui n'ont pas réussi ou qui n'ont pas pu réaliser. Et je pense qu'il y a aussi tout un aspect de lorsque tu dis que tu vas faire quelque chose qui va complètement à l'encontre du modèle qu'ils ont connu et qu'ils ont reproduit eux-mêmes, ça fait peur en fait. Ça leur fait peur. Carrément. Et donc ça, il a fallu traverser ça malgré tout et accepter ces remarques-là. Accepter aussi de les prendre, de les intégrer et d'aller plus loin pour le faire. Et enfin, moi, ce qui a été décisif en fait dans le choix et de me dire en fait c'est un bon choix parce que la décision, à partir de ce moment-là, en fait, la décision, je l'avais prise. Je me suis dit c'est ce vers quoi je vais me diriger. Ça a été une fois que le projet a commencé à se monter, que j'ai eu des retours de personnes différentes. Que j'ai commencé un accompagnement aussi à la création d'entreprise, etc. C'est tout un tas de choses dont on aura largement l'occasion de parler, sauf que moi j'avais jamais fait ça de ma vie, et autant mener un projet c'est quelque chose que je savais faire, autant créer une entreprise je ne savais pas faire, et donc c'est m'a mis aussi dans d'autres endroits où en fait le projet n'était pas questionné, parce que c'était mon projet, et en fait c'était juste ma responsabilité à moi, de la réussite ou de l'échec du projet. Si le projet marche, tant mieux. Si le projet marche pas, tant pis. Sauf que c'est mon problème. Et la formation, la création d'entreprise, on n'est pas là pour juger de la pertinence ou pas des projets. On est juste là pour accompagner en fait dans la création. Et ça m'a fait du bien. Et je me suis dit, ok, en fait, c'est un choix qui est valable, qui vaut le coup et qui s'y met. Oui, c'est assez libérateur en fait comme démarche. Carrément. Ce processus d'apprendre à devenir un entrepreneur, et c'est vrai que je m'y attendais pas non plus avant de me lancer dedans. À quel point
d'un certain côté, ça peut faire peur d'avoir toute cette liberté de se dire, en fait, maintenant, c'est à toi de tout faire à partir de zéro. Mais c'est comme être dans un bac à sable magique, on va dire. Tu peux aussi créer tout ce qui te vient par la tête. Et si les trucs fonctionnent pas, c'est pas grave, en fait. T'as toujours l'occasion de tester d'autres choses. Absolument, c'est clair. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. On approche doucement de la fin de cet épisode. Pour terminer, j'aimerais donner un ou deux conseils du coup sur si vous voulez choisir votre projet professionnel. Ce que je conseillerais d'abord, c'est de ne pas garder tout pour soi, même si c'est super important en fait que le projet il naisse de soi et qu'on y ait accès soi-même. En fait, il faut à un moment donné, il faudra se confronter au regard des autres, de toute façon, pour pouvoir le mener à bien. Et donc c'est important aussi que ça puisse sortir de soi, même si c'est pas simple, d'assumer des remarques, même si parfois ça peut nous mettre en difficulté, même si ça veut dire aussi s'émanciper de personnes proches autour de nous qui n'ont pas forcément envie qu'on s'émancipe. Je conseille quand même de pas tout garder pour soi et en fait d'en parler, de le mettre à l'épreuve, parce que à un moment donné, de toute façon, ce projet-là, il va devenir réalité. C'est votre souhait. Si vous voulez changer de carrière, le souhait c'est que ça devienne réalité. Donc en fait, il faut à un moment le confronter au monde réel, quoi. Mais en tout cas, le faire aussi avec bienveillance envers soi-même, avec parcimonie, oui. Et s'assurer aussi de commencer par en parler par des personnes qui vont être accompagnantes, etc., quoi. Voilà, c'est un peu le conseil que j'ai envie de donner. Et sinon, le deuxième conseil, c'est n'hésitez pas à vous faire accompagner en fait là-dedans. Il y a plein de gens, surtout récemment, moi j'en ai vu plein, j'ai même des amis qui se sont spécialisés dans du coaching, l'accompagnement au changement de carrière, etc. Faites-vous accompagner en fait. Il y a plein de gens qui sont là pour ça et qui peuvent vraiment vous aider à transformer vous-même votre propre vie. Ouais. Et si Est-ce que toi, Michel, tu auras des conseils par rapport à ça ? Oui, moi je dirais que le risque vaut le coup d'être pris, et je pense qu'il y a la part de risque justement qu'il y a dans le fait de créer son entreprise est un petit peu parfois gonflée dans l'esprit de la plupart des gens, de se dire mais tu vas prendre un énorme risque financier et si ça ne marche pas, tout va s'écrouler. En fait, il y a beaucoup de mécanismes, surtout quand tu crées ta première entreprise, et si tu te fais accompagner, qui peuvent t'aider à pas te mettre en danger justement et à tester de nouvelles idées dans un environnement sécure et bienveillant. Donc j'ai envie d'un petit peu briser ce préjugé parce que c'est justement en testant et en prenant des risques réfléchis qu'on avance et qu'on crée des trucs super ouf. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Et je suis d'accord avec toi, faut pas garder ça pour soi, c'est le parcours d'entrepreneur ou même juste de changement de carrière, de se recentrer sur ce qu'on veut faire dans la vie. C'est même s'il y a beaucoup d'introspection, mais justement si on veut que ce soit nourri, il faut que ce soit aussi tourné vers les autres. Ça n'a pas besoin de devenir un fardeau qu'on porte tout seul. Ça peut être une belle expérience, en fait. Et le fait d'en parler aux autres, vous allez voir, ça va aussi avoir des impacts sur les gens autour de vous qui vont eux-mêmes réfléchir à ce qu'ils font, et ça peut mener à de super belles choses. Enfin, moi, j'ai eu de la chance de traverser ça avec toi, Louis, mais aussi avec d'autres amis au Canada, et où maintenant on fait des choses très différentes de ce qu'on faisait, et c'est super chouette, tu vois. On fait des petits check-up tous les mois, et c'est chouette pour ça. Ouais, carrément. Eh ben merci en tout cas d'avoir suivi ce deuxième épisode qui, je vous le rappelle, on enregistre en live d'Inside Studio Flamboyance. Le titre est toujours provisoire, mais ça deviendra peut-être le titre définitif. Oui, c'est ce que je me dis aussi. On se donne rendez-vous lundi prochain à 19h pour l'épisode numéro 3. On n'a pas encore décidé le thème, mais on aura le temps d'en parler d'ici là. En plus que Michel et moi, on va avoir la chance de pouvoir se retrouver physiquement cette semaine. Oui. N'hésitez pas à suivre le réseau, le Studio Flamboyant sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitch, Twitter, etc. On est présent à peu près partout.
Donnez-nous du feedback sur le podcast. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez d'autres choses? Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant ou pas? Déjà, on a eu quelques commentaires là en live un peu sympathiques. Notamment, je le lis parce qu'il est vraiment agréable. Quelqu'un qui doit arrêter parce qu'elle n'arrive pas à suivre le podcast en live et qui nous dit bon, ma connexion est vraiment trop naze, le live a du mal à suivre, avec un robot pas content, mais j'ai très hâte de finir d'écouter cette super discussion en podcast. Bravo vous deux, c'est passionnant et ça résonne beaucoup chez moi. Cœur. Merci beaucoup, ça nous touche merci. vraiment beaucoup. Merci Princess Sunflower, c'est trop agréable. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner, que ce soit ce genre de retours qui sont ultra chauds de doux ou des retours moins chauds de doux, on est toujours preneurs. En tout cas, merci à tout le monde de s'être connecté. Merci JCG59, merci Valérise, merci JVG59, merci Princess Sunflower. Merci Charlotte et aussi merci Margot, Eddie, je regarde vite fait sur Instagram. Ouais, Juliette V. Ginger. Merci à tout le monde. Et n'oubliez pas qu'on a aussi plein d'autres podcasts sur toutes les plateformes. Les podcasts Exactement. Dormir, Matrimoine, Popcorn et Gredou. C'est sur toutes les plateformes habituelles d'écoute de musique ou de podcast. Voilà. Et si vous voulez avoir un hub central, il y a le site internet flamboyance.fr et on se retrouve. Voilà. Allez, bisous bisous. Bisous bisous.